Sud Radio 10h midi, Média. Et on est ravis de vous retrouver ce matin sur Sud Radio avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Christine, comment ça va? Oh, ça va très très bien parce qu'on va parler magie, on va essayer de changer un peu d'univers. Je vais faire un tour de magie en étant en distance. Oui, ça s'appelle la magie de la technique, mon cher Gilles. Nous recevons, bonjour Gus, Gilles. voilà l'illusionniste qui est là, on retrouve régulièrement dans les émissions d'Arthur, dans Vendredi tout est permis, d'ailleurs un numéro vendredi. Vos grands débuts à la télévision, c'est l'émission La France a un incroyable talent. Est-ce que Gus, vous vous considérez finalement comme un môme de la télé? Il y en a qui sortent des réseaux sociaux, je mets des guillemets à sortir, mais il y en a qui viennent des réseaux sociaux. Est-ce que vous dites, moi je suis un enfant de la télé? Alors non, pour être honnête, je me le suis jamais dit, mais du coup maintenant vous me faites me poser la question. Oui, dans l'absolu, c'est vrai que grâce à La France a un incroyable talent, puis surtout grâce à Arthur après, c'est la télé qui m'a fait connaître et qui fait que les gens viennent au spectacle. Donc je le dis pas, mais on peut complètement le dire. Oui, enfant de la télé, oui, je suis assez d'accord. Et la télé et la magie, c'est une longue histoire aussi. Bah, la télé, la magie, oui, parce que c'est vrai que là, on a de la chance, on est dans une belle période où il y a rarement eu autant de magie à la télé, parce que la magie, il y a un phénomène de mode aussi, avec tous les films sur la magie qui sont sortis, donc ouais, c'est vrai que la magie à la télé, c'est très télégénique aussi. Bah oui, on a de la chance pour ça, oui. Alors Gilles, on a une... Oui, puis à désolé, noter, parce que puisque je vais Gus en regarder parle vous, Gilles, de la parce que- magie à la télé, il y aura Harry Potter vendredi soir. Donc c'est le magicien des magiciens qui donne aux enfants à jouer. Qui donne, oui, c'est ça un c'est peu le... notre maître à tous, Harry Potter. C'est le top du Harry top. Potter, le soir, quand on est magicien, on a une petite pensée émue pour lui. Ouais. Et alors, la question du jour, Gilles, pour nos auditeurs. La question du jour, elle est liée à un son que je vais vous faire entendre d'Emmanuel Macron qui a décidé dans son programme de supprimer la taxe du service public audiovisuel qu'on appelle la redevance. Alors, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que sans la redevance télé, le service public peut continuer à exister, parce que ça finance beaucoup de chaînes de télé, beaucoup de chaînes de radio. Eh bien, sur le compte Twitter de Sud Radio, vous nous dites oui à 59,7% et non à 40,3%. Donc vous pensez que le service public peut financer, mais vous êtes un peu... Nos auditeurs ne se font pas d'illusions et se doutent bien que ça sera nos impôts qui paieront le service public, même si c'est plus la redevance. Donc, c'est 3 milliards, d'une main à une autre 3 main, milliards quoi. 8 pour l'audiovisuel public dans le budget de l'État. Sans la redevance, je suis pas sûr que beaucoup de chaînes de radio ou de télé survivent. Il y aura des morts. Oui, et est-ce que, en préparant cette émission, on en parlait, tous les pays d'Europe ont une redevance télé? Oui, moi je ne connais pas. Alors, j'ai pas hyper travaillé le dossier, mais je ne connais pas de chaînes de télé qui n'ont pas, de pays qui n'ont pas de redevance. Mais bon. Oui. C'est un tour de passe-passe. Voilà, vous répondez Vous avez sur... vu, oh là là. Le lien. Le tour de passe-passe avec Gus, qui est notre invité ce matin sur Sud Radio. Gus, le magicien, l'illusionniste. Vous préférez quoi le terme d'ailleurs, Gus? Je préfère illusionniste parce que je trouve ça un peu plus honnête. C'est qu'un illusionniste, il crée des illusions pour faire croire à de la magie. Alors qu'un magicien, c'est plus Harry Potter, Merlin l'Enchanteur. Voilà, en 2022, on prend plus les gens pour des imbéciles. On est illusionniste, même si le temps d'un spectacle, on demande aux gens de croire à de la magie. Je trouve que illusionniste, c'est plus honnête. Ça fait moins ringard aussi. Oui, clairement, il y a clairement un débat de modernité parce que illusionniste, c'est au-dessus. Après, on a magicien. Après, on a saltimbanque, troubadour, prestidigitateur. Oui, c'est clair que c'est plus moderne, illusionniste. Allez, on passe au zapping du jour maintenant, Gilles, si vous voulez bien. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui fuient Valérie. Il faut que je le fasse, c'est normal après 5 ans. Et je ne vous en veux pas. Oui, c'est un réflexe. Bon, très bien. On observe un autre phénomène, c'est les Russes qui quittent aussi le pays, qui quittent la Russie, qui fuient la répression et les mesures économiques. C'était hier dans le 20h de France 2. Ils ne fuient pas la guerre, mais ceux qui la font. Sur le quai de la gare d'Helsinki en Finlande, des Russes. La plupart vivent et travaillent à l'étranger. Dans leur bagage, un visa et un vaccin reconnus par l'Union européenne. Un aller simple, loin d'un pays isolé. Les Russes ne se sentent pas en sécurité. On sait que la situation économique sera extrêmement difficile. Et d'un point de vue moral, beaucoup ne peuvent pas supporter de rester. Le voyage est cher. Beaucoup plus cher que ce que l'on pensait. Le train Allegro est le seul à assurer la liaison entre la Russie et l'Union européenne. 3h30 de trajet entre Saint-Pétersbourg et Helsinki.
Depuis 8 jours, les 2 trains quotidiens affichent complet. Oui, je crois qu'en plus les prix des billets sont à 2000 €. Enfin, c'était exorbitant aujourd'hui pour pouvoir partir de Russie. Ouais. Et les 3 prochains jours, les trains sont complets, ce que disait ensuite en plateau le journaliste. Ça y est, la campagne d'Emmanuel Macron a démarré, les cadeaux arrivent, comme la suppression donc de la redevance, qui fait donc partie du programme du candidat Macron. Nos auditeurs font remarquer qu'il faisait aussi partie du programme de Zemmour, donc je le précise. Hier, dans C'est à vous, Gabriel Attal est venu défendre cette mesure. Qui vient d'annoncer qu'en cas de réélection, il supprimerait la redevance télévision, ce qui lui paraît cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation. Comment sera financé l'audiovisuel public? On a cherché dans ce quinquennat à redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment aux Français de classe moyenne qui sont assujettis à l'impôt. C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe d'habitation, déjà pour 80% des Français, qu'on a commencé à la supprimer pour les autres. Il restait la collecte de la redevance télé, qui est aussi du pouvoir d'achat qui est rendu. Maintenant, évidemment, on continuera à financer l'audiovisuel public, qui est extrêmement important dans la vie culturelle, la vie démocratique de notre pays. Oui. Alors je ne sais pas, Gus, si il n'y a pas que Zemmour qui propose de la supprimer, Gilles. Je rappelle aussi à d'autres candidats qui prévoient aussi de supprimer la redevance télévisuelle. C'est parce que nos auditeurs réagissaient sur le compte Twitter par rapport à notre question. Voilà pourquoi je donnais la précision. Oui. Gus, est-ce que vous avez une voiture ? Alors j'avais une voiture quand j'habitais à Lyon, je l'ai prêtée à ma sœur qui est restée, une de mes sœurs qui habite toujours à Lyon, et un jour elle m'a appelé. Elle l'a fait disparaître. Elle l'a vendue, donc je n'ai plus de voiture. Mais j'en ai plus besoin, donc elle, coach d'équitation, avait besoin de voiture pour tirer un vent. Pour tout vous dire, voilà, c'est vraiment confession dans cette émission. Et donc un jour elle m'appelle, elle me dit, est-ce que je peux vendre ta voiture? Et je dis, bah je sais pas, je vais réfléchir. Puis je me dis, en fait, non, mais vas-y, vends-la. Et là, je sens qu'elle enlève le portable de son oreille. Elle dit, ouais, c'est bon, il est d'accord, je vais prendre celle-là. Donc je n'ai plus de voiture, mais j'en ai pas besoin. Parce donc que ça me va très bien. Évidemment, avec la guerre, les prix de l'essence explosent et les Français sont découragés. Micro-trottoir dans C'est à vous quand ils voient le prix du plein. Mon essence que je vais mettre par mois, des fois ça peut aller jusqu'à 200. Si je dois mettre 2 fois le plein, ouais, c'est énorme. Franchement, je pensais pas qu'un jour ça allait monter aussi haut comme ça. Moi, si je trouve une pompe pas très chère, je vais remplir avec la jerrycan. Hein. Ça devient du luxe de prendre de l'essence aujourd'hui? Ah, c'est carrément... Ah oui, c'est du luxe. Je veux dire, si on veut se déplacer, si on veut faire ce qu'on a à faire, oui, c'est du luxe. Comme on dit que voilà, il y a l'inflation, il y a la farine qui va augmenter, le blé, tout ça fait que on est un peu déprimé, non? Oui, c'est des nouvelles un peu angoissantes, oui. Alors, de l'illusionnisme à l'escroquerie, écoutez bien ça, certains sur TikTok, l'application TikTok, se font passer pour des Ukrainiens sous les bombes et réclament des dons, et tous les stratagèmes sont bons pour faire appel à votre bon cœur. Un sujet incroyable dans le 20h de France 2. Sur cette vidéo, un homme qu'on ne voit pas semble apeuré. Il laisse penser qu'il est en danger en Ukraine. La vidéo est présentée comme du direct, suivie par plus de 60 000 personnes. Les internautes émus donnent de l'argent. Une seule vidéo peut rapporter plusieurs milliers d'euros. De l'argent qui n'est pas envoyé aux victimes en Ukraine, mais qui va directement dans la poche d'un escroc, quelque part dans le monde. Depuis le début du conflit, ces fausses vidéos de civils en direct d'Ukraine se sont multipliées. Sur celle-là, une femme laisse croire qu'elle est en Ukraine sous les bombes. Elle pleure. Mais c'est son écran d'ordinateur qu'elle filme. Elle n'est pas en Ukraine. Et alors, méfiez-vous évidemment de toutes ces vidéos et vérifiez bien avant de faire des dons. Alors, rappelez-vous ce tube de Sting qui espérait que les Russes aimaient aussi leurs enfants en faisant référence à la bombe atomique. Évidemment, avec le contexte de l'actualité, le chanteur a délivré de nouveau ce message, mais pour les Ukrainiens sur Instagram. Il a repris en acoustique son célèbre tube. Of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view.
Magnifique chanson de Sting, ça nous rappelle pas mal de choses aussi, ça nous replonge aussi. Alors juste d'un mot, l'actualité là en ce moment, vous la suivez, vous êtes un peu comme nous à Gare devant l'étendue de ce qui nous arrive. Oui, je la suis, effrayé comme vous, je la suis évidemment, et c'est, enfin là, franchement, déjà ce qui se passe c'est horrible. Alors on a vraiment revu le curseur de l'horribilité là, avec les gens qui, franchement, récupèrent de l'argent sur des fausses vidéos TikTok. C'est aberrant en fait la créativité qu'on peut avoir dans des moments de souffrance extrême. Ça, enfin moi c'est vraiment horrible. Allez, merci beaucoup Gilles. On se retrouve tout à l'heure pour le zapping de la présidentielle aussi. Vous avez un autre zapping, mais là on est avec Gus et vous, Gilles Gansman. Gus, illusionniste, c'est comme ça qu'on va vous présenter. Les Français vous ont découvert donc à la télévision. La France a un incroyable talent dans les émissions d'Arthur le vendredi. Dans Vendredi tout est permis. C'est vrai que c'est une émission complètement déjantée. Ça fait du bien également. Et puis également vous êtes en tournée, mais vous sortez ce petit bouquin qui est un... Alors moi je vais vous dire franchement, en ce moment, offrez-le, achetez-le. Alors c'est pas pour moi parce qu'avec les cartes je suis absolument nulle. Mais la question que je me posais, vous proposez donc de faire, de décortiquer vos tours de cartes. Ouais. Combien de temps il faut pour arriver à on va dire, à intégrer manuellement votre technicité? Ça dépend un petit peu du rythme. Non, mais même pas de niveau, parce que moi, par exemple, au début, j'étais super maladroit avec les cartes. Je faisais tomber les cartes tout le temps, et ça, c'est vraiment, c'est de la persévérance, et puis il y a vraiment je sais pas comment dire, vraiment une hygiène de travail, un rythme qu'il faut s'imposer et en faire un petit peu. C'est même pas un petit peu tous les jours, mais en fait. Vous vous entraînez? Moi, je me retiens de pas faire trop de mouvements un peu bizarres parce que je sais que ça sature dans le micro et tout ça. Mais c'est vrai que moi, en fait, vu que je suis passionné de magie, j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, chez moi, j'ai toujours un jeu de cartes dans les mains, ou quand je suis dans le métro, n'importe où, j'ai vraiment toujours un jeu de cartes avec moi. Et je pense que quand on arrive à faire naître la passion pour ça, ça devient beaucoup plus facile parce que on n'a pas l'impression de travailler. C'est vrai que si on veut faire de la magie et qu'on se dit bon, le mardi à 18h, quand je rentre, je fais de la magie de 18h à 18h12, 12 minutes, c'est pas mal. J'en referai le jeudi 15 minutes. Bon, c'est la contrainte, c'est mort. Mais si on arrive à y prendre plaisir et que, en fait, avec ce livre, je pense qu'on peut vraiment faire des numéros qui sont relativement simples à apprendre, mais qui bluffent vraiment les gens. Donc, c'est aussi pour donner le goût aux gens de voir cette espèce de pépite dans les yeux des gens quand on fait un numéro, l'émerveillement. Et puis, si on y prend goût, après, ça donne envie de travailler encore plus de trucs. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous tutoyez le lecteur. Moi, j'ai une question idiote, Christine. Oui, vas-y. Pour faire de la bonne dextérité, pour avoir une bonne dextérité, faut mieux avoir des grandes mains ou des petites mains? Je pense que je parle de ça par rapport aux les enfants qui se mettent à la magie. Il y a deux formats de cartes. Il y a les formats poker qui sont celles qu'on utilise tous et que vous connaissez comme celle-là, et le format bridge où elles sont un petit peu moins larges. Donc je conseille aux enfants d'utiliser des cartes de format bridge. Après, je pense que grande main ou petite main, en vrai, on peut avoir des petites mains et plus bosser qu'un mec avec des... Enfin, c'est le boulot qui fera la différence. La taille des mains, ça change pas grand chose. Je pense pas avoir des mains spécialement grandes, et pourtant j'arrive à faire des mouvements que je pensais impossibles. Ouais. Mais souvent, quand on commence un mouvement un peu technique, on se dit mais c'est pas possible. Mais jamais ma main elle pourra s'ouvrir de cette manière pour éjecter la carte. Et puis d'un coup on le bosse et puis ça finit par marcher. Mais faut être vraiment, faut être persévérant, voire cinglé. Alors, si vous regardez l'émission sur le Facebook Live en vidéo, vous verrez que Gus, quand il parle, il est toujours avec ses cartes et j'essaie de me contrôler. Vous essayez de vous contrôler, mais on sent que c'est quelque chose. C'est le prolongement de votre main. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire là? C'est magnifique ça. Alors on peut vous pouvez penser une carte, allez-y n'importe laquelle, une carte qui vous fait plaisir. Ça y est. Déjà? Ouais. Oh, c'est rapide. Alors je vais poser une carte sur l'auto. Ça là, vous pensez à quelle carte? La dame de cœur. Ah, c'est original. Oh non, c'est un petit peu classique. Vous voulez changer ou vous voulez garder la dame de cœur? Ah, je veux changer. Oh, ça y est, ça commence. Je vous écoute. 7 de carreau. 7 de carreau, ça c'est pas classique du tout. Alors vous allez être un tout petit peu déçu parce que je vérifie. Ouais, non, moi j'ai pas de 7 de carreau. Je vous le montre comme ça, j'ai pas de 7 de carreau dans mon jeu, vous voyez? Ici, je vérifie, il y en a pas. Parce qu'en fait, j'en ai posé une sur la table avant que vous me disiez. Je vais la retourner tout doucement et vous devriez voir, normalement, c'est le... Ah, c'est énorme. C'est le 7 de carreau. C'est incroyable. Incroyable. Donc on peut la perdre à peu près au milieu. Vous voyez, on perd le 7 de carreau ici. Je vais effeuiller comme ça et vous me dites stop quand vous voulez, mais vous essayez de dire stop sur le 7 de carreau parce que c'est votre nouvelle carte préférée. Vous êtes prête? Quand vous voulez. Stop. Ok. Ah là là. Bah oui, évidemment. Oh, c'est trop. Et si vous, dans le bouquin, parmi les manipulations que j'apprends, il y en a une que j'adore aussi, c'est que vous prenez par exemple le 7 de carreau ici et vous le faites complètement disparaître. Ouais. Voilà. Et là, dans vos yeux, et là, je ne sais pas où est le 7 de carreau. Ah, moi non plus, j'en ai aucune idée. De toute façon, tout ce qui disparaît arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais un jour, je fantasme l'idée qu'on trouve une pièce avec tout ce qu'on a fait disparaître depuis 300 ans, quoi. Ce serait fou. Ouais. Gilles.
Il faut prendre de l'argent à Christine. Vous lui faites du bonneto, vous savez, ce qu'on trouve des fois à la sortie du métro parisien ou à Marseille. On peut faire un tour avec de l'argent, avec plaisir. Vous avez... non, là, je suis venu avec mon matériel de travail, c'est-à-dire je n'ai pas ma carte bleue avec moi. Pas de souci, non, mais c'était l'idée de Gilles. Quand à quel moment vous vous dites, Gus, et en tous les cas, vous réalisez que ça va être votre fil de vie, en tous les cas, vous vous dites, je veux faire je veux travailler avec cet instrument qui est mon jeu de cartes finalement. Je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai fini mon école de commerce et j'ai commencé à travailler en saison. Donc je travaillais à Val d'Isère à la montagne l'hiver et à Saint-Tropez l'été. Donc ça c'était une bonne petite organisation sympathique de mi-travail. Mais après je pense que à ce moment-là je me suis dit bon, j'essaie de travailler en événementiel, donc faire des événements privés, des événements d'entreprise, tout ça. Voir si ça marche. Et voir si ça marche. Et je me suis rendu compte au bout d'un an ou deux que j'avais suffisamment d'événements pour vivre de ma passion. Donc après, évidemment que c'était pas des sommes dingues du tout, mais j'étais déjà tellement heureux de pouvoir faire de la magie et de me lever le matin en me disant bon bah là, je travaille ce numéro. La semaine prochaine, je vais essayer de faire ce tour. Je sens qu'il est un peu compliqué techniquement, mais enfin j'avais mes petites batailles à court terme et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler la magie et faire mes armes dans des endroits où on m'attendait pas du tout. Enfin, quand on travaille au pourboire sur un resto de plage à Saint-Tropez, il y a de la musique, on sait pas quelle langue parlent les gens, ils vous attendent pas. En plus, il y a de la concurrence. Il y avait le DJ vend ses CD, il y a une vendeuse de roses, il y a un truc. Les gens sont ultra sollicités et pour autant, si on arrive à créer un truc un peu sympathique et festif qui surprend les gens, ils ont la culture du spectacle. Donc, on peut vraiment faire des rencontres incroyables et se retrouver à faire des spectacles sur le bateau de gens que je pensais jamais rencontrer. Moi, j'ai pas vu votre spectacle. J'imagine qu'il n'y a pas que des cartes, mais de la grande illusion, parce que quand vous êtes dans une grande salle ou en tournée, c'est compliqué de voir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans votre spectacle? Ouais, alors après, par rapport à ça, les cartes, en fait, ça peut jouer en tout petit comme ça à un bureau pour 2 ou 3 personnes, et un tour de cartes peut aussi jouer pour 2000 personnes parce qu'il est mis en scène de la bonne manière. Par exemple, moi, j'ai un numéro où j'ai le jeu de cartes qui explose sur scène, donc il y a un nuage de cartes au-dessus de la scène, et je tire avec un fusil harpon dans le nuage de cartes et je transperce la carte qu'a signée le spectateur. Et donc ça, par exemple, c'est un numéro qui est un numéro de cartes, mais qui pour autant joue comme de la grande illusion sur scène. Donc ça dépend vraiment de comment on décide de mettre en scène. Mais après, j'ai aussi de la grande illusion, du mentalisme, de la magie visuelle. Oui, il y a vraiment un panel de toutes les magies que j'adore. J'ai tout mis dans le spectacle. Alors il y a aussi Vous faites quoi en grande illusion? Mais je vais pas vous spoiler, hein, Gilles, vous allez venir voir le spectacle, c'est trop facile ça. Moi je vais venir voir. Vous pouvez me couper Christine Bouillon en deux? Hors de question, ça c'est une autre époque, Gilles. Ah oui, alors ça, dans les cubes, ça me fascinait quand j'étais enfant. Mais justement, par rapport à tous ces tours d'illusion aujourd'hui, et avec ce livre-là, est-ce que vos confrères ne vous reprochent pas de révéler les coulisses finalement de ce qui fait la magie de votre métier finalement? Alors non, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question avant de me dire c'est pas qu'est-ce que j'ai le droit de mettre, mais qu'est-ce qui est intelligent de mettre dans un livre de magie qui soit accessible pour le grand public. Parce que si c'est révéler des techniques qui sont ultra compliquées et que les gens ne vont pas travailler, ça sert à rien. Et je pense avoir réussi à trouver un compromis où il y a des vrais manips de cartes et des choses qui soient accessibles, mais qui soient aussi bluffantes pour les gens, sans pour autant casser le métier de la magie pour les gens. Parce que je parle de choses importantes comme de contrôler une carte. Ça, c'est des choses qu'on imagine ou parfois qu'on fantasme. Mais voilà, j'explique certaines techniques, mais enfin, je sais pas. En fait, si on lit le bouquin sans travailler, on peut aller voir un spectacle et voir les techniques du bouquin et pas du tout se dire oh bah tiens c'est marrant, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin. À l'inverse, si on s'est vraiment un petit peu cassé les doigts et qu'on essaye de bosser, qu'on a fait de la magie à des gens et qu'on a un petit peu conscience de comment quelle est la complexité dans la gestion des spectateurs pour pas qu'ils regardent à tel endroit quand on est en train de faire un sale mouvement avec une carte, et ben là on peut mais du coup s'il y a des gens qui vont voir un spectacle et qui reconnaissent certaines techniques, pour moi ils font partie de l'aventure. C'est un peu des magiciens, c'est des magiciens amateurs, mais ils ont le droit de savoir parce qu'ils l'ont travaillé. Donc le fait que la magie ça soit un truc qui se travaille, ça crée une barrière qui fait que les gens qui vont vraiment intégrer les secrets de ce bouquin sont les gens qui l'auront travaillé. Et ça veut pas dire, si les gens achètent le bouquin et lisent juste les anecdotes sans travailler, moi je leur en veux pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça cool de se dire que mais c'est comme une mais honnêtement c'est aussi sympa, même si on regarde comment c'est fait, on n'est quand même pas à votre niveau et c'est difficile aussi. Ça s'adresse aussi forcément à des gens qui ont peut-être envie d'en faire ce métier-là, mais pas forcément non plus. Ouais, mais alors ça peut être ça. Et moi, j'ai aussi, j'espère, et c'est un truc que j'ai vécu avec mes deux grands-mères, c'est que mes grands-mères font partie d'un club de bridge. Et elles m'avaient dit, ouais, tu peux m'apprendre à battre les cartes comme ça à l'américaine et faire, un mélange comme ça. Ah ouais, je et faire ce qu'on appelle l'accordéon, où on fait
les cartes qui vont d'une main à l'autre. Et c'est comme ça, je serai avec mes copines et quand le bridge commence, je mets le ton tout de suite. Et j'aime bien l'idée aussi que ce bouquin avec des manipulations un peu sympas comme le ruban sur table peut s'adresser à des gens qui juste ont l'habitude de jouer au poker, au bridge, à des jeux et qui ont envie de d'épater la galerie. Ouais, d'épater la galerie, de faire des trucs avec les cartes qui soient exceptionnels et sympas à partager avec les gens. Voilà, donc c'est la journée de la femme aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes en magie? C'est une très bonne question. Parce qu'on est ancré dans le réel, non, je rigole. Ouais. non, oui, c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Je sais pas, je trouve que en fait, bizarrement, j'ai pas d'explication. Je trouve que la magie, par exemple, nous dans Diversion, on a une magicienne qui s'appelle Caroline Marx qui fait de la super magie, et puis on était 5 magiciens hommes et une femme, et c'est dommage que ça soit pas plus équilibré. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je veux pas croire que ça soit un art qui soit plutôt masculin. Ça serait complètement débile de dire ça parce que c'est vraiment pas le cas. Gilles, j'ai pas de réponse à votre question. Je crois que c'est grave dans le journalistiquement parlant. Je vais y réfléchir par contre. Ça prouve que c'était une bonne question. Ça prouve que c'était une bonne question. Heureusement que vous n'avez pas que des bonnes questions, sinon ça serait ennuyé. Merci infiniment, Gus. Je rappelle donc votre livre aux éditions de la Martinière. Ça s'appelle 30 tours et manipulation. Vous êtes également en tournée dans toute la France. Je signale au Bordelais que vous êtes du côté de Bordeaux la semaine prochaine, si j'ai bien lu. On vous retrouve également dans l'émission d'Arthur vendredi. Tout est permis. Et puis vive la magie, franchement. Ah oui, vive la magie et la journée de la femme. Et la journée de la femme. Merci beaucoup. Et justement, dans un instant, on va continuer sur le sujet du 8 mars, la journée des droits des femmes. C'est comme ça qu'il faut la nommer exactement. Et on reçoit la journaliste Anne-Marie Rocco pour son livre Égalité homme-femme, une grande cause. Et après, point d'interrogation. On en parle avec elle dans un instant. Merci Gus, à bientôt. Mais merci à vous pour l'invitation. Sud Radio. Parlons vrai.